Le cri perça le brouillard matinal, strident et désespéré. N'entrez pas dans l'hôpital. Cole Wexler, PDG d'une entreprise technologique en pleine ascension et l'un des plus jeunes millionnaires autodidactes de la ville, s'immobilisa. La matinée avait débuté comme d'habitude, un café noir bu dans sa Tesla Model X, un costume 3 pièces gris anthracite taillé sur mesure et une cravate bleu marine nouée avec une précision obsessionnelle. Chaque pas qu'il faisait sur le trottoir gelé de l'hôpital Saint-Charles Mémorial résonnait d'une assurance forgée par des années de succès. À 32 ans, Cole avait bâti un empire à partir de rien, un gamin des quartiers populaires devenu magnate grâce à son génie pour les algorithmes et son flair pour les affaires. Il n'était pas là pour un rendez-vous médical. Cole n'avait pas été malade depuis des années, il se vantait souvent de son système immunitaire d'acier. Non, sa visite était purement stratégique. Sa fondation, la fondation Wexler, avait fait don de 5 millions de dollars pour rénover l'aile pédiatrique de l'hôpital. Une goutte d'eau dans sa fortune, mais une aubaine pour son image publique. Ce matin, il était attendu pour une séance photo, quelques poignées de main avec les médecins, un sourire pour les caméras et un discours soigneusement préparé sur l'importance de redonner à la communauté. Il répétait mentalement ces phrases, peaufinant chaque mot, lorsque le cri retentit, à nouveau. « N'entre pas là-dedans !» Cole s'arrêta net, à quelques mètres des portes vitrées des urgences. Devant lui, au milieu de l'allée bordée de buissons taillés et de plaques commémoratives, se tenait une fillette déguenillée. Elle ne devait pas avoir plus de 7 ou 8 ans. Ses pieds nus, rougis par le froid de novembre, étaient plantés sur l'asphalte. Sa veste rouge, autrefois vive, était déchirée, maculée de crasses et de taches sombres, peut-être du sang, peut-être autre chose. Ses cheveux, tressés en rangées serrées mais emmêlés par des jours de négligence, encadraient un visage strié de larmes séchées. Ses yeux, d'un brun profond, brillaient d'une terreur brute, presque palpable, et sa poitrine se soulevait à un rythme frénétique. Avant que Cole puisse articuler un mot, elle se précipita vers lui, ses petits doigts s'enroulant autour de son poignet avec une force surprenante. « S'il te plaît, n'entre pas. Tu ne peux pas, Cole. » Son prénom dans sa bouche le frappa comme une décharge électrique. Qui était cette gamine? Son instinct, affûté par des années de négociations tendues, lui hurla de reculer, de se dégager de cet enfant des rues qui s'agrippait à lui comme si sa vie en dépendait. Mais quelque chose dans sa voix, une peur viscérale, bien au-delà d'un simple cri, le figea sur place. « Es-tu blessé ?» demanda-t-il, s'abaissant légèrement pour croiser son regard. « As-tu besoin d'aide ?» Elle secoua la tête avec une véhémence qui fit voler ses tresses. « Tu ne comprends pas. Je sais qui tu es. L'homme des affiches, le riche. Ils ont dit que tu serais là aujourd'hui. » Cole fronça les sourcils, son esprit analytique cherchant à décoder la situation. Les affiches. Bien sûr. La fondation Wexler avait placardé des annonces dans toute la ville pour promouvoir la rénovation de l'aile pédiatrique, avec son visage en gros plan, tout sourire, sous le slogan « Investir dans l'avenir des enfants ». Mais comment cet enfant, visiblement sans abri, connaissait-elle son emploi du temps? « Qui t'a dit que je serais là ?» demanda-t-il, sa voix plus ferme. Sa lèvre trembla, mais elle tint bon. « Ils m'ont fait entrer. Dans l'hôpital. Mais je me suis enfui. Je suis revenu pour t'arrêter. » À cet instant, une ambulance s'arrêta à quelques mètres d'eux. Les gyrophares rouges et bleus clignotaient en silence, projetant des ombres mouvantes sur le bitume. Le chauffeur, un homme trapu en uniforme, ne leur accorda qu'un regard distrait avant de descendre pour ouvrir les portes arrière. Un brancard vide en sortit, poussé par un aide-soignant. Cole jeta un coup d'œil vers l'entrée des urgences. Son assistant, Rachel, devait déjà l'attendre à l'intérieur, probablement agacé par son retard. Il reporta son attention sur la fillette. « De quoi parles-tu? Explique-moi. » Elle baissa la voix, un murmure à peine audible par-dessus le vent froid. « Ils emmènent des gens comme moi, qui n'ont pas d'importance. Des sans-abri, des orphelins, ceux que personne ne réclame. » Cole s'agenouilla pour être à sa hauteur, ignorant la douleur du gravier contre son genou à travers son costume hors de prix. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Elle déglutit, ses yeux scrutant les alentours comme si elle craignait qu'on les écoute. Ils demandent ton nom, te disent d'attendre. Mais ensuite, ils t'emmènent par les portes de derrière. Et les gens ne reviennent jamais. Sa voix se brisa. Il y a un homme avec un presse-papier. Il sourit tout le temps, mais je l'ai vu. J'ai vu ce qu'il a fait. Le front de Cole se plissa.
Que as-tu vu, exactement? Elle hésita, ses doigts serrant plus fort sa veste déchirée. Ils ont éventré un garçon. Il avait à peu près mon âge. Il ne s'est même pas réveillé. J'ai cru qu'il dormait, mais ils l'ont enveloppé dans un sac et l'ont emmené. Il y avait du sang. Partout. Le sang de Cole se glaça. C'est impossible, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Mais un frisson de doute s'insinua en lui, comme une fissure dans une armure qu'il croyait impénétrable. Cet enfant, avec ses yeux hantés et sa voix tremblante, ne semblait pas mentir. Elle était terrifiée, mais sa terreur semblait ancrée dans une vérité qu'il ne pouvait ignorer. « Je ne savais pas ce que c'était au début », ajouta-t-elle, sa voix plus ferme, comme si elle puisait dans une réserve de courage. « Mais maintenant, je comprends. Ils prennent des morceaux de gens, pour de l'argent. Des organes. Crois-moi, s'il te plaît. » Cole se redressa lentement, son regard glissant vers l'entrée de l'hôpital. Les portes vitrées réfléchissaient le ciel gris, donnant à l'édifice une allure presque clinique, trop propre pour être honnête. Il connaissait le docteur Kaminsky, la directrice du programme pédiatrique, une femme aux yeux chaleureux et au CV irréprochable, diplômée de Johns Hopkins, des années d'expérience, des articles publiés dans des revues médicales prestigieuses. L'hôpital Saint-Charles Mémorial était une institution respectée, un pilier de la communauté. Ce que la fillette décrivait ressemblait à un scénario de film d'horreur, pas à la réalité. Et pourtant, elle connaissait son nom et son emploi du temps. « Depuis combien de temps étais-tu là-dedans » demanda-t-il, sa voix plus douce. « Une semaine. Peut-être plus. Ils m'ont gardé dans une pièce sans fenêtre, juste des lumières blanches qui ne s'éteignent jamais. Ils disaient que c'était pour des tests. J'ai fait semblant de dormir quand l'infirmière venait. Mais j'ai regardé par la fente de la porte. J'ai vu des choses que je n'oublierai jamais. Pourquoi t'ont-ils laissé partir? Ils ne m'ont pas laissé partir. » Ses yeux s'embuèrent, mais elle redressa le menton. J'ai rampé dans un chariot à linge, sous des draps sales. Quand la porte s'est ouverte, j'ai couru. Mes pieds saignaient, mais je n'ai pas arrêté. J'allais continuer à courir, mais j'ai vu les affiches avec ton visage sur un arrêt de bus. J'ai su qu'il t'attendait aujourd'hui. Cole resta silencieux, son esprit rationnel luttant contre une intuition grandissante. Il avait bâti sa carrière sur des faits, des données, des algorithmes. Mais sous cette façade d'homme d'affaires, il y avait encore le gamin des quartiers pauvres qui savait reconnaître la vérité dans les yeux de quelqu'un qui avait tout perdu. Cette fillette ne mentait pas. Il sortit son téléphone. « Qui appelles-tu » demanda-t-elle, sa voix teintée de panique. « Quelqu'un qui peut vérifier ce que tu dis. » Mais avant qu'il puisse composer un numéro, les portes vitrées de l'hôpital s'ouvrirent avec un chuintement. Le docteur Kaminsky apparut, impeccable dans sa blouse blanche, un presse-papier à la main. Son sourire était radieux, presque trop parfait, comme celui d'un politicien en campagne. Derrière elle, deux infirmières poussaient un brancard recouvert d'un sac mortuaire noir, ses fermetures éclairs scintillant sous la lumière crue des néons. La fillette recula d'un pas, ses doigts s'enfonçant dans la manche de Cole. « C'est elle, » murmura-t-elle, la voix brisée. Celle avec le presse-papier. Le cœur de Cole s'arrêta. Kaminsky s'avança vers lui, ignorant la fillette. « Monsieur Wexler, nous n'étions pas sûrs que vous arriveriez. Tout est prêt en haut. Quelques photos avec le nouvel équipement IRM dernier cri, grâce à votre générosité. Vous serez libre en 10 minutes. » Cole ne bougea pas. Ses yeux se posèrent sur le sac mortuaire, poussé sans cérémonie vers l'ascenseur de service à l'arrière du hall. « Ce sac, dit-il, sa voix plus tranchante qu'il ne l'avait prévu. Qu'est-ce qu'il contient » Kaminsky cligna des yeux, son sourire intact mais légèrement crispé. « Oh, juste un patient décédé. Transport de routine. Malheureusement, un décès pédiatrique lié à une complication grippale ce matin. » Cole l'observa, cherchant la moindre faille. Elle ne sia pas, mais il avait passé assez de temps dans des salles de réunion pour reconnaître un mensonge bien rodé. « Où va ce corps ?»« À l'étage du coroner, » répondit-elle, une pointe de surprise dans la voix. « Si vous vous inquiétez de la logistique, je peux. Je veux voir les dossiers. » coupa-t-il. Nom du patient, cause du décès, date d'admission, détails médicaux. Tout. L'air se chargea d'une tension presque palpable. Le sourire de Kaminsky vacilla, un éclat fugace dans ses yeux. Ce n'est pas quelque chose que nous partageons habituellement, même avec des donateurs aussi généreux que vous. Cole brandit son téléphone, son pouce planant au-dessus de l'écran. Alors j'attendrai que la police pose la question.
Les yeux de Kaminsky s'assombrirent, un changement si subtil que la plupart ne l'auraient pas remarqué. Mais Cole, qui avait appris à lire les micro-expressions dans les négociations à plusieurs millions, le vit. « Monsieur Wexler, peut-être pourrions-nous discuter à l'intérieur, loin du froid. » « Je n'irai pas à l'intérieur. » Un silence lourd s'installa. Cole, sans se retourner, s'adressa à la fillette. « C'est le médecin dont tu parlais. » Elle ne répondit pas à voix haute. Elle se contenta de serrer sa veste plus fort, son corps tremblant contre le sien. C'était une réponse suffisante. Il composa le 911. « Oui, je dois signaler une activité suspecte à l'hôpital Saint-Charles Mémorial. Potentiellement liée à une mise en danger d'enfants, ou pire. Envoyez une équipe immédiatement. » La posture de Kaminsky changea, son sourire s'effaçant comme une lumière qu'on éteint. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites, monsieur Wexler. »« Non, répondit-il, la voix glaciale. Je crois que si. » Les autorités arrivèrent en moins de 10 minutes, leur sirène déchirant le silence du matin. Cole avait déjà contacté le chef de la sécurité de l'hôpital, un ancien militaire nommé Harris, et lui avait ordonné de verrouiller les sorties de service. Il suspendit immédiatement tout financement de la fondation Wexler et mit fin à toute collaboration avec l'hôpital. Les enquêteurs recueillirent le témoignage de la fillette, prirent le sac mortuaire comme pièce à conviction et arrêtèrent le docteur Kaminsky, menottes au poignet, sous le regard médusé du personnel. L'enquête qui suivit révéla une vérité glaçante. L'hôpital Saint-Charles Mémorial, sous la direction de Kaminsky et d'un réseau de complices, opérait un trafic d'organes clandestins depuis des années. Il ciblait les plus vulnérables, enfants sans abri, orphelins, patients sans famille. Les dossiers falsifiés mentionnaient des complications médicales ou des décès naturels, mais les autopsies racontaient une autre histoire. Les organes, vendus au marché noir, rapportaient des millions à une élite corrompue. La fillette, prénommée Nia, fut placée sous protection. Son histoire émergea peu à peu. Orpheline depuis l'âge de 5 ans, elle avait survécu dans les rues, se cachant dans des refuges et des ruelles. Elle avait été attirée à l'hôpital par une fausse promesse de soins gratuits, un piège tendu pour les enfants comme elle. Sa ruse se cachait dans un chariot à linge, et son courage à revenir pour avertir Cole avait déclenché l'effondrement du réseau. Cole ne s'exprima que brièvement face à la presse, préférant laisser les enquêteurs parler. Mais il tint une promesse. Il assista à chaque entretien avec les services sociaux, chaque audience judiciaire, chaque examen médical de Nia. Il finança un hébergement thérapeutique dans un centre spécialisé, ainsi qu'une éducation dans une école privée réputée. Lorsqu'elle fut autorisée à être placée en famille d'accueil, Cole déposa une demande d'adoption, non par charité, mais par une conviction profonde qu'il avait un rôle à jouer dans sa vie. Le jour où les formalités furent finalisées, il l'emmena dans un restaurant tranquille près du lac Michigan. La salle, aux murs de bois sombres et aux grandes baies vitrées, offrait une vue apaisante sur les eaux scintillantes. Nia portait un nouveau manteau rouge, taillé à sa mesure, et ses cheveux, soigneusement tressés par une éducatrice, brillaient sous la lumière tamisée. Ses yeux portaient encore le poids des souvenirs, mais une lueur d'espoir, fragile mais réelle, s'y était installée. Elle trempa une frite dans une flaque de ketchup, un petit sourire aux lèvres. « Tu ne m'as pas cru au début. » Cole rit, un son qu'il n'avait pas entendu sortir de sa propre gorge depuis des années. « Je pensais que c'était moi qui t'aidais, gamine. »« Tu l'as fait, » dit-elle, son sourire s'élargissant. « Mais tu m'as écouté. Personne d'autre ne l'a fait. » Il regarda par la fenêtre, le lac reflétant les premières lueurs du crépuscule. « Tu as sauvé plus de vies que je n'aurais pu le faire avec tout l'argent du monde. » Nia haussa les épaules, comme si déjouer un réseau criminel n'était qu'une journée de plus dans sa vie. « Je ne voulais juste pas que quelqu'un d'autre y passe. » Il tendit la main et serra la sienne, ses doigts minuscules, mais forts dans sa paume. « Merci de m'avoir tiré d'affaire, Nia. » Et ainsi, l'homme qui était entré dans cet hôpital pour une simple photo en ressortit avec quelque chose d'infiniment plus précieux. Une fille, une histoire, et une nouvelle raison de se lever chaque matin. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires émouvantes, dramatiques et inattendues. Dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Nous sommes ravis de vous lire. À bientôt. Restez curieux et continuez à regarder.